Mephisto Red, Warpstone Glow! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour! Comme d'habitude, Soirée Peinture tient à remercier l'Abyss, notre partenaire qui nous permet d'enregistrer nos petites vidéos funky sur le monde des jeux de figurines, des miniatures. Dans cet épisode, vous aurez droit à la deuxième partie de notre entretien, de notre discussion sur le rachat des Iron Kingdoms, incluant War Machine, Hordes, ce que Privateer Press avait sous cette dénomination, par Steamforge. Et on avait fait cet entretien-là avec Eric. Donc, sans plus attendre, je vous laisse aller écouter la suite de cette conversation et profiter de nos réflexions un peu sur tout ce qui s'est passé dans ce domaine-là. Bonne écoute! Une des choses que j'ai trouvé intéressante, c'est que là, maintenant que c'est Steamforge qui rachète, Steamforge a les reins, l'infrastructure de distribution, a une réputation dans le milieu du gaming avec des figurines qui font déjà on l'a dit tantôt, là, les figurines d'Epic Encounters, c'est des super beaux modèles. Les modèles de Dark Souls, c'est des très très beaux modèles. Oui, c'est une compagnie qui sait comment faire des beaux modèles. Guild Ball étant aussi un très bon exemple de faire des beaux modèles. À l'époque, Privateer Press avait leur gamme de peinture, P3. Que moi, quand je travaillais au Games Workshop, ce que j'entendais des fans de peinture, c'était quand tu commences dans le Games Workshop parce que tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Puis après, tu t'en vas dans le P3 parce que là, tu es un vrai hobbyiste. Je dis ce qu'on me disait dans mon magasin. Okay? Et on me le disait régulièrement. Et là, en ce moment, le marché de 2010-2015, il a changé. C'est une chose. Là, aujourd'hui, Pro Acryl, Game Color, Games Workshop, Duncan Rhodes, Vallejo, Aka Interactive, Scale. Tous les magasins indépendants ne savent plus quoi stocker parce qu'il y a toujours une nouvelle gamme de peinture. Et là, Steamforge annonce le renouveau de la peinture P3. Donc là, eux, ce qu'ils disent, c'est on a un statement, on va prendre notre infrastructure, on va prendre ce qu'on a comme outil pour propulser War Machine de l'avant. On va mettre notre focus sur peinture P3. Déjà, c'est une grosse annonce. Ça veut dire que là, tu me ramènes une gamme de peinture. Qu'est-ce qu'elle va avoir de mieux que les autres maintenant? À l'époque, c'était une chose. Aujourd'hui, compare comment à Vallejo? Compare comment à Aka? Games Workshop qui a changé un peu, mais compare comment maintenant à toutes ces gammes-là qui existent? Pourquoi? Parce que moi, je stockerais dans mon magasin. Qui va acheter ces couleurs-là? Fait que je suis intéressé de voir comment est-ce qu'ils vont se démarquer. Le RPG, on va mettre de l'avant les Iron Kingdoms. Donc là, on va mettre de l'avant une vente de lore qui se spécialise dans le role-playing game et le focus sur War Machine. Et, statement que je trouve extraordinaire, on parlait tantôt de cohérence avec la communauté. Moi, mon expérience de War Machine, quand je voyais des games, la majorité du temps, c'était pas peint. C'était sur les tables, pas de décor, les modèles étaient pas peints. La moitié du temps, ils étaient brisés à la moitié de la game parce que c'était des modèles en métal avec les bras qui tombaient du sol. Oui. Fait que, moi, mon expérience de vue de table, c'était pas une si belle expérience. Dans leur communiqué de presse, ils disent on veut mettre le focus sur les joueurs casual, les joueurs compétitifs et les hobbyistes. Notre objectif, c'est d'avoir des magnifiques armées peintes sur une table avec des décors grandioses. Traduction libre de ma part entre les superlatifs anglophones puis francophones. Mais je trouve que c'est un statement qui est fort parce que là, ça veut dire qu'avant d'aller chercher les joueurs compétitifs, on te donnait un set de règles qui était balancé, qui était fait pour te donner un challenge. Là, on va aller chercher les joueurs casual. On va aller chercher les joueurs qui peignent. On veut des armées peintes. On va vous encourager en vous partageant des photos d'armées peintes. C'est ce qui est marqué dans le communiqué, là. Et là, on nous annonce un nouveau starter set qui va sortir avant la fin de l'année. Donc, avant la fin 2024, on est au mois de juin, on est à moitié de l'année, littéralement. Là. Il reste 6 mois. Avant la fin 2024, on va avoir un nouveau starter set en hard plastic hips. Hip. Tu pourras nous expliquer après c'est quoi, là. Mais dans ce starter set-là, tout en plastique,
c'est Signor contre Kador Les classiques. avec du terrain dedans. OK, ça peut être Et c'est intéressant. pour ça, tantôt, que j'ai nommé les terrains en carton. Mhm. Là, ils nomment pas des templates de terrain. Et ils disent pas qu'ils vont aller chercher les joueurs compétitifs. Dans le même communiqué de presse, ils parlent de joueurs casual, ils parlent de hobbyistes séparés des joueurs. C'est comme s'il y avait 3 sections. Les gens qui peignent, les gens qui jouent, les gens qui compétitionnent. C'est eux qui les ont séparés. Bon, encore une fois, on se rappelle qu'il n'y a pas de mention de narratif là-dedans. Bon, ça, c'est un aparté. Et ils mentionnent des terrains. Si le kit est au complet en plastique, les terrains vont être en plastique aussi. Ce que tu disais tantôt, là, les modèles en métal, ils n'ont pas disparu. Là. Ils sont encore là. Non, je veux dire, même l'Abyss en a encore une quantité pleine. Ben oui. Puis là, est-ce que ils n'ont pas le choix de les recruter des nouveaux joueurs? OK, on s'entend. Là. Mais avec une annonce comme ça, en sachant qu'ils gardent la MK4, c'est une autre affaire aussi. Tout le plan de la MK4, parce que ça avait été designé bien avant, on s'entend, là, pour ceux et celles qui ne sont pas trop au courant, quand on sort des modèles en tant que compagnie, ça peut prendre des années entre le moment où c'est dessiné et le moment où c'est produit, c'est mis dans une boîte et c'est rendu chez vous. Oui. Fait qu'ils ont Je vais prendre le meilleur exemple pour ça. Rackham avait produit des modèles à leur début, puis ça a pris 10 ans avant qu'ils sortent. Oh, quand même. Les modèles de Cadwallon que tu as, David, Ouais. ont été sculptés dans les débuts de Rackham. Ben Si tu voyons regardes donc. les dates sur les petites barres entre les jambes, entre les pieds des modèles, c'est des vieilles affaires qui datent de comme début des années 2000, donc 2001-2002. Mais ils n'ont pas sorti avant comme 2009. Wow, OK. C'est d'autres affaires comme ça. Puis il y a beaucoup de modèles comme ça. Puis tu fais comme, OK, pourquoi les elfes avaient été designés au début des années 2000? Ils n'ont pas été sortis avant la fin de la gamme, la fin du jeu. Mais Parce que dans leur cas, c'est parce qu'apparemment, ils disaient que les techniques de moulage n'étaient pas assez pointues pour arriver à faire les figurines qu'ils voulaient. C'est peut-être pas le cas de Privateer Press, c'est peut-être pas le cas de Steamforge, mais il y a toujours un décalage entre quand un modèle est prêt ou est fait quand il sort. Ouais. Puis là, ce qu'ils nommaient dans leur communiqué de presse, c'était que la production puis l'idéologie de la MK4 reste et elle va continuer. Mais il n'y aura plus d'appellation comme MK4. Ils se dissocient de ça et maintenant, ça va seulement s'appeler War Machine. Un peu comme Age of Sigmar, ça ne s'appelle pas Age of Sigmar 4.0, ça s'appelle Age of Sigmar. Et là, ça c'est moi qui ne peux pas s'en empêcher, mais on est un peu dans l'air du temps au niveau du marketing là-dessus aussi. Le Super Bowl a fait la même affaire. Ah oui? Le Super Bowl a eu, si vous regardez un peu le sport, là, il y a eu des discussions à savoir quand est-ce que le Super Bowl arrête d'utiliser des chiffres romains pour pouvoir dire on est rendu à quel Super Bowl. Parce qu'à un moment donné, ça devient relativement ridicule. Oui, surtout dans le cas du Super Bowl. Ça devient à un moment donné à dire comme Super Bowl 78, Super Bowl 223. Puis WrestleMania, je suis un gros fan de lutte, fait que pour ceux et celles qui le savent, vous écoutez la lutte, WrestleMania a arrêté de mettre un chiffre avec leur WrestleMania, sauf pour les gros. WrestleMania 30, WrestleMania 40. Dernièrement, ça a fait partie des manchettes, c'était quand est-ce qu'on arrête de mettre un chiffre pour pouvoir le promouvoir. Ça m'a fait penser à l'épisode que tu as fait avec Phil. Ouais. Quand est-ce qu'on fait un changement d'édition, puis quand est-ce qu'on dit que c'est juste un nouveau jeu. Là, eux, c'est un changement d'édition avec un changement d'appellation de jeu, mais ils ont pris la direction de, au lieu de dire on explose le monde au complet à la Age of Sigmar, genre boom, Fantasy c'est fini, c'est un nouveau War Machine, dans un an, on vous sort tous des nouveaux modèles. Mettons. Là, ils ont comme décidé de rentrer tranquillement dans leurs souliers puis faire il y a quelque chose qui est déjà en marche. L'argent est déjà dépensé, les sketchs sont déjà envoyés, la production a déjà commencé. On va laisser les choses aller. On va changer ce qu'on peut changer. On n'appelle plus ça MK4. On n'est pas juste targeté sur les joueurs compétitifs. On est targeté aussi sur les joueurs casual et sur les hobbyistes. Mais le setting de règles est encore le même. Là. Fait que ça va être des règles quand même balancées, puis quand même bien écrites. Ça, c'est un truc de War Machine, c'est que les règles étaient vraiment bien écrites. Mais là, je me demande au niveau de la cohérence avec la communauté, où est-ce qu'on s'en va? Parce que là, c'était clair avant à qui qu'on parle, qu'est-ce qu'on dit,
pour qui est-ce qu'on le dit? Là, on change le mission statement, mais on garde la même production de modèles. On garde la même production de règles. Fait que là, je me dis, peut-être que dans l'année à venir, là, dans l'année 2 ans, là, ça se peut que pour l'instant, ce qu'on va voir, puis c'est ma prédiction, là, j'ai hâte d'entendre les vôtres, les changements vont peut-être se faire petit à petit. Team Forge va tranquillement se mettre dans ses souliers de façon confortable. Privateer Express est encore là. Hein? Les gens qui travaillaient pour Privateer Express, c'est ce que j'ai pu comprendre là, dans le communiqué. Ils sont encore ils ont comme encore leur maison. Ils travaillent encore sur leurs affaires. Ils sont pas mis dehors. Là. Ils font encore la production de leur jeu, puis ils travaillent encore sur leurs choses. Mais là, je me dis, quand est-ce que Steamforge va comme faire OK, là, tes modèles en résine, on en veut de moins en moins. Là. On veut des modèles en plastique. Fait qu'on met un petit peu plus d'emphase là-dessus. Des événements, on en veut plus de ce genre-là. On va faire plus de ce genre d'affaires-là. J'ai hâte de voir l'influence qu'ils vont avoir sur le produit parce que déjà, le communiqué de presse puis le mission statement qu'il y avait de la 2e, 3e édition n'est pas exactement le même. Fait, mes prédictions, c'est qu'on va voir tranquillement pas vite des changements pour pouvoir aller plus vers une approche à la Games Workshop. Ou est-ce qu'on va vouloir aller faire du recrutement? On va vouloir aller chercher des nouveaux joueurs. On va pas juste vouloir aller chercher les gens qui sont pas contents du système de règles de Games Workshop. Parce que là, oublie ça. Comme le Games Workshop vient d'annoncer qu'ils ont fait genre 220 millions de profits. Comme... Non, c'est ça, c'est ridicule. Oublie ça, là. Mais peut-être que là, ils vont se dire, mais là, on va aller toucher à un maximum de piliers du hobby pour aller chercher un maximum de gens parce qu'il faudrait commencer à faire de l'argent avec ça. Plus faire d'argent avec ça. C'est ma prédiction. Parce qu'ils ont l'air d'être beaucoup plus ouverts qu'à l'époque. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas du tout une mauvaise chose. Puis encore une fois, juste avec comment est-ce qu'ils ont été, comment est-ce qu'ils sont rendus jusqu'où ils sont maintenant, je dirais, les décisions qui ont été prises au niveau justement de comment est-ce que la community outreach, comment est-ce qu'ils ont transigé avec la communauté, comment est-ce qu'ils ont fait, OK, tu sais, on est à l'écoute de la communauté, tout ça. La communauté va changer, va être appelée à changer parce que veut pas, un jeu ne peut pas survivre juste sur une communauté compétitive. C'est ça que ça devrait faire. Mais est-ce que ça va être, est-ce que l'écoute va toujours être aussi là? Est-ce que l'ouverture va toujours être aussi là? Moi, David, t'as fait un petit hochement de tête, là. Ben parce que. Je veux voir, David pense à la même affaire que moi. Je repense à Game Workshop, ils sont en train de faire le chemin inverse. Exact. Ils s'en vont quasiment juste vers le compétitif. Mais c'est tellement... Je vous le dis, là, je lisais le communiqué de presse, puis j'étais comme... J'ai l'impression qu'on est comme en genre 2012, 2014, mais que je vis l'inverse. Ouais. J'ai les gens qui sont pas satisfaits de Privateer Express qui retournent chez Games Workshop et qui vont y rester. Puis de l'autre côté, j'ai les gens qui trouvent pas ce qu'ils veulent chez Games Workshop qui regardent de l'autre côté et qui font J'ai toujours trouvé qu'il y avait des quand même beaux modèles chez Privateer Express. S'ils me font des beaux modèles avec une belle boîte de départ, peut-être. Puis j'aurais jamais cru voir ça. Puis ce que tu dis, Eric, ça a du sens. Les gens se disent si je touche à un maximum de personnes, je fais un maximum d'argent. Privateer Express avait fait le chemin inverse. C'est comme ça qu'il avait monté. C'était nous, on offre le produit alternatif. Nous, on est ce qui n'est pas représenté dans le hobby en ce moment. OK, c'est bien chill. Mais là, Games Workshop, en ce moment, a les parts du marché en général. Là, on s'entend. Comme toujours. Mais... J'ai toujours dit que Games Workshop est le Microsoft de la figurine. Ouais. Mais en ce moment, quand tu regardes vraiment le nitty-gritty, tu regardes vraiment la production et la tangente de Games Workshop, c'est une tangente compétitive. Ils tentent de balancer leurs règles. Ils ont les MetaWatch, ils changent les points, ils font des articles, ils changent d'édition. Puis le gros du message quand ils changent d'édition, c'est on vous a fait des affaires plus balancées parce qu'on a remarqué que dans l'édition précédente, il y avait vraiment beaucoup trop de règles, ça n'avait pas vraiment grand-chose, puis que ça faisait un petit bloating, puis c'était pas vraiment agréable. Fait qu'on a tighté ça, puis on vous a fait une nouvelle édition. Qui était sensiblement le speech de War Machine. Oui. Pour saison 1 à saison 2. À peu près, oui. C'est ça. Je suis comme mind blown de voir qu'en 20 ans, on s'est rendu là. Genre. J'aurais jamais cru penser ça. Et là, dans les questions qui sont posées, ils se sont posés la question, est-ce que je peux m'attendre à avoir moins de modèles en résine? Est-ce que vous avez prévu? Puis dire, on garde la production de modèles en résine. Ça revient à ma prédiction de tantôt, ça a du sens. La production a déjà commencé. Oui, c'est ça. On a commencé à l'enlever, là. Mais si on veut rendre ça plus casual, on veut rendre ça le fun pour les hobbyistes,
ça veut dire qu'il va falloir commencer à avoir plus de modèles qui sont le fun à assembler. Oui. Qui sont le fun à peindre, avec des beaux détails qui sont crisp, avec quelque chose qui va me donner envie en tant qu'hobbyiste de le faire. Pas parce qu'il faut que je me fasse une armée compétitive, parce que j'ai envie de peindre le modèle que tu es en train de me faire. C'est exactement ça. Puis quand tu mentionnais du HIPS, oui. C'est du Hard Impact polystyrene, donc c'est un plastique plus qui se rapproche plus à celui du Games Workshop que du PVC, comme du figurine de board game. Ouais. Donc ça va justement se rapprocher à quelque chose de plus solide, qui va être collable avec la colle plastique. Donc Kevin, tu vas peut-être pouvoir donner une deuxième chance à War Machine. Ben, honnêtement, là, je fais partie des gens qui, la majorité du temps, j'ai regardé les modèles de War Machine, puis je faisais comme, peut-être. Il y en a que je trouve cool, il y en a que je trouve intéressant, il y en a même que j'étais comme, je pourrais prendre ça et mettre ça dans Warhammer 40 000. Écoute, c'est comme ça que ça a commencé quand j'avais racheté mes deux premiers starters. C'était au donjon de la jeunesse. Puis les gars, quand ils ont vu ça, ont fait « Hey, ça ferait des beaux dreadnoughts! » C'est ça. Ouais. Il y avait des très très beaux modèles pour certaines parties de la gamme, mais quand je regardais les armées en général, j'étais comme, il y en a vraiment pas assez là-dedans qui m'intéressent. Ouais, et après ça, comme la communauté était compétitive, puis le push était compétitif, moi tu m'as tué bien raide, j'ai aucun intérêt à aller faire ça. S'il y avait quelque chose dans la vie qui me donne pas envie d'aller jouer, c'est s'il y a un aspect compétitif. Puis là, si je vais être compétitif, je vais aller jouer au hockey. Les jeux de figurines, pour moi, là, ce n'est que du plaisir le plus possible. Et mon plaisir se trouve pas là-dedans. Pour les gens qui ont du plaisir là-dedans, c'est bien chill. Mais moi, c'est pas le mien. Moi, j'avais le lore. C'est le lore qui m'a fait embarquer parce que c'était un jeu de rôle à la base. C'était un setting pour D&D. J'ai découvert ça grâce à toi puis grâce à ce communiqué de presse-là. Parce que jamais je me serais douté qu'il y avait du lore dans ce jeu-là. Ouais. Si t'écoutais les joueurs de figurines, c'est normal. Mais moi, mon expérience personnelle, on avait embarqué pendant un petit moment, entre autres avec Julien et David, dans War Machine. Puis j'étais allé dans un magasin de Montréal. Le vendeur très sympathique, mais son speech au complet, c'était sur la compétitivité. Puis comment que c'était pas du Game Workshop. Fait que là, moi, j'avais essayé de le réaligner. Genre, j'aime ça, Game Workshop. Fait que t'as pas besoin de me parler de ça. T'as pas besoin de me bâcher Game Workshop. Je vais pas l'acheter pour ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est le narratif. Puis le vendeur, il allumait pas. Puis il me disait, t'es pas obligé d'acheter ces livres-là. Les livres de campagne, achète-les pas. Ben, c'est parce que c'est là qu'il est le lore pour Timeline. Ouais. T'es comme, veux-tu ça? Tu veux-tu? Non? Ok, c'est correct. J'ai compris. Bon, retourner là-bas. C'est ça, c'est quand la troisième édition de D&D est sortie en 2000, Privateer Press, à l'époque, c'était carrément des artistes de Wizards of the Coast qui se sont mis ensemble, qui ont fait « Hey, on fait un setting basé sur l'artwork qu'on fait, on trouve quelque chose de fun à faire, puis c'est ça qu'ils ont fait. » Ça leur a pris quand même 4 ans avant d'arriver à War Machine, le jeu de figurines. Là-dessus, pendant ce temps-là, ils ont sorti, je pense, 6 ou 7 livres. Pour le RPG. Donc, c'est-à-dire, le premier livre était en fait un character primer, donc comment faire les personnages pour le setting. Pas de background, quoi que ce soit, c'est juste vraiment comment faire les personnages. Ouais. Fait des options pour les différentes classes. Il y a eu 3 livres de campagne, donc 3 aventures qui étaient linkées pour faire une campagne. Puis après ça, il y a eu 2 livres, un livre de règles pour vraiment le jeu, un livre de campagne, il y a eu un livre de monstres. Il y a eu du stock, mais ça leur a pris du temps. Puis entre-temps, c'est ça, ils ont fait « Hey, nos robots dans le setting, ça pourrait être cool d'avoir de transformer ça en armée. » Puis ils se sont regardés, ils ont fait « Hey, y a-tu quelqu'un qu'on pourrait aller chercher pour aller faire de la figurine? » Puis ces 3 gars de Wizard of the Coast, ils ont fait « Ben, Wizard of the Coast sont sur le point de fermer leur figurine en métal pour remplacer ça par du pré-peint. » On se rappellera tous de D&D Minis, qui était un succès monstre. Oui, je comprends tout à fait le titre de Kevin, mais ça avait remplacé Chainmail. C'est le plus poli que je pouvais faire. Oui. Mais avant, D&D Minis, c'était Chainmail. Je sais pas si tu te rappelles Chainmail. Ben, c'est ça, ils ont été chercher une partie des gars de Chainmail pour travailler sur War Machine. Puis on se rappelle tous qui était à la tête de Chainmail à l'époque. Qui donc? C'était un ancien Games Workshop. Un certain Mike McVeigh. Qui? Mike McVeigh. Oui. Tu sais le diorama de Horus contre l'Empereur avec Sanguinus à terre? Oui, je sais que les gens sont amoureux de cela. J'ai pas de... Ben, c'est lui qui l'a fait. Peux-tu me dire le mot gigantisme? Ouais, tu peux me raconter? C'est la définition exacte. Mais c'est lui qui l'a fait.
Mais c'est iconique, par exemple. Ben, c'est ça, mais c'est lui qui l'a fait. En fait, c'est Wow. son approche à la figurine. Si maintenant on voit la peinture de figurine comme un art, ça a été un peu à cause de lui. Ah ouais, clairement. Fait que c'est quand Wizard of the Coast on fait du chainmail, on fait des figurines, ils ont été embauchés Mike McVeigh. Wow! Puis quand mais finalement on s'en va du plastique prépeint, Mike McVeigh a fait je fais quoi maintenant? Les gars de Predator Press ont fait hey, on penserait peut-être faire un jeu de figurines, ça t'aurait-tu venu avec nous autres? Ah ouais. Fait que Mike McVeigh était directeur artistique pendant un bout de temps, puis c'était lui qui était à la derrière le début de War Machine. Hey, mais c'est fou, là, quand tu penses à quel point les choses sont full circle. Là. On se disait tantôt que Games Workshop était à une place dans les années 2010, Private Express était son opposé. Games Workshop, quand ça a commencé, c'était des figurines pour Donjons Dragons. Oh oui. Et par la suite, on va faire notre propre jeu parce qu'on a tellement de figurines et on a les moyens de le faire. Et là, tu as littéralement, en plus petit, la même affaire qui tentait de se créer chez quelqu'un. Et là, ce groupe-là, aujourd'hui, prend une tangente marketing très proche de Games Workshop. Que Games Workshop prend moins de part dedans. C'est comme mind-blowing. Là. Puis je sais, peut-être que c'est mind-blowing pour nous autres parce qu'on en parle, puis on a l'histoire, on a tout ça. Peut-être que les gens qui nous écoutent en ce moment sont genre, moi, je trouve pas que c'est si pire que ça. Je trouve pas que c'est... Mais c'est peut-être parce que là, je suis rendu à un point dans le hobby où je vois le full circle alors qu'avant, je le voyais pas. Écoute, parce que ça fait assez longtemps que j'étais dedans. Faut pas que tu oublies qu'ils ont annoncé qu'ils faisaient leur RPG du Iron Kingdom. Donc, le setting original de D&D, 3e édition, est en train de ressortir pour la 5e édition. Fait qu'encore une fois, ils sont retournés full circle là-dessus. Ouais. Puis c'est un de leurs focus. Oui. C'est pas juste, ah oui, on va en faire. C'est War Machine, le RPG et P3. C'est les 3 affaires sur lesquelles est-ce qu'ils vont mettre le focus à l'avenir. Et ils ont parlé de Warcaster. On n'a pas de nouvelles tout de suite pour Warcaster. Toutes les autres affaires qui étaient comme un peu flottantes, il aurait pu décider de dire, on va vous revenir là-dessus, on a des plans. Tu sais, il aurait pu essayer de te vendre une salade, là, quelque chose. On n'a pas d'informations là-dessus pour tout de suite. Fait que tu te dis, si j'ai pas d'informations là-dessus tout de suite et je vais mettre le focus sur ces 3 affaires-là, ça veut dire qu'on peut s'attendre à avoir des beaux produits, des belles affaires pour ces 3 affaires-là. Oh, oui. Bon, là, de l'autre côté, il n'y a rien pour Horde. Fait que je vais t'avouer que moi, je le voyais et j'étais comme, c'est curieux quand même. Généralement, War Machine a toujours été le produit qui sortait en premier. Parce qu'encore une fois, il y a eu un 4 ans de décalage entre War Machine et Hordes de premier. Fait qu'ils vont probablement sortir une version de War Machine, parce que P3, la Mark 4, c'est justement ça qu'ils est en train de faire. C'était du War Machine. Pour éventuellement peut-être sortir du Hordes, parce que c'est le même système avec une petite différence mécanique. Et puis ça, c'est une autre affaire. Warhammer Fantasy, Warhammer 40K, là, ça pouvait pas être plus 2 affaires séparées à l'époque. Tu ris, mais non, ça avait été les mêmes sets de règles pendant quand même longtemps. Oui, mais je parle au moment où est-ce que c'était oui, tout à fait. 8e édition, c'est le moment où est-ce que Private Express était comme vers le top, là. Tu avais 8e édition Warhammer Fantasy, puis tu avais 5, 6e édition, 7e édition Warhammer 40K. C'était des jeux complètement à l'opposé l'un de l'autre. Jamais on aurait pu imaginer que ces jeux-là se rejoindraient à quelque part. Ils l'ont déjà été avant, mais que maintenant ils se rejoindraient. Puis là, Age of Sigmar sort. Oh, on a des nouvelles règles, ça ressemble un peu à du 40K. Hey, 40K commence à prendre des règles d'Age of Sigmar. Puis là, à chaque édition, on peut faire des parallèles entre les 2 jeux au point où est-ce que des fois, tu te dis, je pourrais-tu mettre un Bolter sur mon Stormcast? Je pense que ça pourrait se ressembler quand même pas mal. Parce que les jeux se ressemblent tellement. Puis là, t'as Horde et War Machine qui sont comme, on n'a pas de nouvelles pour Horde tout de suite, mais nos jeux sont attachés ensemble. Ça me sidère. Ben, dernière petite chose. Eric, comment tu vois la sortie d'un nouveau kit de départ? On garde la 4e édition, là, ce qui était déjà prévu. Est-ce que ça donne envie maintenant que tu vois tout ça, l'espèce d'engouement, Je vais t'avouer que ce que j'ai vu des modèles de la 4e édition pour l'instant était intriguant. Okay. Les modèles sont beaucoup plus détaillés qu'ils l'ont été par le passé.
Ça paraît que c'est du 3D modeling, puis que les sculpteurs se sont lâchés lousses. Okay. Parce que c'est des modèles que je considère qui sont très couverts de détails. C'est plus les espèces de modèles clean qu'on avait avant, qui sont peut-être presque simples. C'est des modèles qui un peu, là. Sont vraiment, ils ont vraiment du stock dessus. Il y a des modèles, des fois je regarde, je comprends pas qu'est-ce que je regarde. Là, tu as des modèles comme le Trollkin qui est en train de rider un shark. Je vous donnerai le lien, vous pouvez l'insérer à un moment donné. Attends, je trouve ça tout de suite. Ça, c'est mon genre de funky shit. Mais c'est ça, t'as un troll pirate sur un requin. Un troll pirate sur un requin. C'est ça, puis il est en train de surfer dessus, tu fais comme... Comment est-ce que je peux pas trouver ça badass? Ouais, il y a comme une espèce d'affaire de pourquoi j'ai un tyrannosaure sur un tyrannosaure? Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus cool qu'un tyrannosaure avec un tyrannosaure? C'est simple de même. Bon, on dirait pas que les séraphons, c'est un peu ça. Mais... Oh, wow. Je vous laisse me l'envoyer, je reste focus sur l'épisode. Mais ok, fait que toi, Eric, tu te dis intrigué? Oui, je trouve que les modèles sont beaux, sont quand même plus intéressants à regarder visuellement que les anciens modèles. Les anciens modèles étaient clean, ils étaient simples. Ça veut dire que tu avais des couleurs, tu avais des schémas de couleurs qui étaient quand même visibles et faciles. Là, c'est peut-être moins évident, mais en même temps, je trouve que la sculpture, la gravure est faite pour être plus vraiment moderne. Il y a un côté vieillot avec les vieux modèles qui n'est pas là maintenant. Ouais. Moi, je suis bien intéressé par ça. OK. Fait que le côté de nostalgie plus vieillot du design, il est moins présent. Un petit peu moins intéressant. David, toi, on a parlé de... T'as déjà été intéressé par War Machine auparavant. T'as eu le même speech que moi, fait que ça t'a repoussé autant que ça m'a repoussé moi. Mais là, maintenant, on parle de changement de mission statement, changement de modèle. C'est quelque chose que tu te vois comme peut-être revenir en regarder, ou est-ce que t'es comme je vais laisser ça aux autres, mais c'est le fun pareil? Moi, ce qui me ferait embarquer, je pense qu'il faudrait qu'il y ait du monde autour de moi qui se mette à le faire. Ouais. Puis que ce que j'entends, c'est l'histoire. OK. Là, s'ils me disent, là, t'as Kader qui attaque, puis là, ils me mettent un concept, puis là, je vois les images, puis je fais des liens avec, c'est ça qui me ferait embarquer. Fait un livre de campagne comme un Siege of Catonia qui serait au début de la release de cette nouvelle affaire-là. Starter set, Kador, Signal. On a un livre de campagne, on a des belles images, on a du monde qui triple là-dessus. Ça ferait un peu la même chose que pour Old World pour toi. Old World sort, on a des kits de départ avec 2 armées, on a un livre avec des histoires dedans. Ça me prend juste du monde avec ce que je le ferais, puis j'embarque all-in. Ben, en fait, la différence, c'est qu'Old World, j'embarque parce que j'ai aimé ça, ça m'intéresse. Là, il faudrait qu'au préalable, j'aie du monde autour de moi qui embarque puis qui me parle de l'histoire. Là, ça me ferait embarquer. Et tu sais, si j'ai du monde autour de moi qui joue, mais là, ils me parlent des combos qu'ils font. C'est jamais intéressant. C'était une des affaires qui m'a turné off du jeu, justement, c'est d'entendre un joueur en train de me sortir je garde tel modèle à 2 pouces de distance de mon unité de tel type de gars, parce que là, il y a des bonnes. Je suis comme, mais tu joues pas au jeu, tu joues à ton armée, puis tu es en train de jouer tout seul face au combo de ton adversaire, il n'y a pas d'intérêt. Ben, je pense que c'est l'approche Magic de Gathering que tu parlais tantôt. Tu planifies ton deck. Quand tu entends un joueur de Magic te parler de son combo, aparté. Les joueurs de Magic, entre eux, vont triper à se parler de leur combo. C'est vrai. C'est quand c'est quelqu'un de l'externe qui essaie de rentrer dans la bulle que tu fais hello, c'est un autre jargon, c'est un autre trip. Mais c'est ça, je suis pas. Je suis intéressé par les combos, mais quand tu fais, je regarde, tu sais, j'avance mes modèles à être tant de distance pour avoir. Là, je suis comme, c'est moins intéressant, tu sais. Ouais. Il faut que tu aimes ce genre d'affaires. C'est ça. Puis je t'ai mis un lien dans le. Ouais, je vais aller checker ça. Ben, merci David de ton. Parce que je pense que ça m'a rejoint un peu aussi. La différence, c'est que souvent, moi, je suis quelqu'un qui, quand j'embarque. J'aime ça, j'embarque. Mais après ça, garder mon attention là-dessus, bonne chance. Ça veut pas dire que je reviens pas, mais pour garder mon attention là-dessus, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui me drive. Souvent, l'exemple que je donne, c'est l'Horus Heresy. L'Horus Heresy, je peux aller faire n'importe quel autre projet, je sais que je vais revenir à l'Horus Heresy. Parce que le setting de l'Horus Heresy me drive. C'est le fun, j'ai du contenu, j'ai des livres, j'ai des audiobooks, j'ai des images, j'ai des nouveaux modèles. Tout est là.
Même chose pour Warcry. Warcry, je sais que je peux faire n'importe quoi avec ça. Fait que je peux fouiller dans n'importe quelle gamme de modèles. Je peux fouiller dans n'importe quoi. Et là, Frostgrave, ce que j'ai découvert, c'est exactement la même chose. Fait que je peux me promener dans Frostgrave, faire ce que je veux, prendre les modèles qui me tentent. Fait que là, encore une fois, c'est drivé par quelque chose de commun. Fait que je sais que je vais toujours pouvoir y revenir. C'est pas le cas pour tous les jeux nécessairement. Fait que War Machine, je suis un peu... je vais attendre de voir les modèles. Je vais attendre de voir comment est-ce que la communauté se développe. Je vais peut-être être un petit peu plus frileux à... Tu sais, je vais peut-être me garder une petite distance pour pouvoir voir. Mais j'aime ce que je lis. J'aime ce que j'ai lu dans leur communiqué de presse. Je trouve ça le fun quand une compagnie peut être bold comme ça à dire « Nous, on sait que ce qu'on caterait avant, c'était vous. Maintenant, on ne dit pas qu'on vous délaisse. On va faire le même setting de règles tight que vous aimez, mais on va aussi tenter d'aller chercher ces parts de marché-là. On va tenter d'aller chercher ces gens-là. Ça veut dire qu'on va diversifier notre offre. » Ça, moi, c'est des affaires qui me parlent. Parce que si tu me sors des produits, puis que tes modèles m'intéressent, puis j'ai l'impression que tu me parles, tu risques d'avoir mon argent. Mon problème, c'est quand tu me parles pas, puis il faut que je me trouve une raison d'acheter quelque chose chez vous. Ça, c'est un autre problème. Fait que j'ai hâte de voir. Mais s'il y en a d'entre vous qui nous écoutent en ce moment, puis vous êtes comme « Hey, mais j'avais jamais entendu parler de War Machine » ou « J'avais entendu parler de War Machine comme étant quelque chose qui existait avant, mais je savais même plus que ça existait encore aujourd'hui. » Peu importe. Ou vous avez quitté War Machine parce que vous étiez fâché de War Machine, parce que vous n'avez pas aimé la façon dont on vous a traité entre la 3 et la 4, par exemple. Ce que j'entends beaucoup là, sur les réseaux sociaux. J'aimerais ça vous entendre. Je pense qu'on aimerait ça pouvoir vous lire. C'est pas une partie de la communauté qu'on a beaucoup connue. Puis c'est quelque chose de super excitant qui se passe en ce moment. Ça a l'air super populaire. Les gens en parlent beaucoup. En tout cas, moi, mon algorithme a l'air de m'avoir shooté tout ce qui peut exister. Comme je disais à David, je disais prochain sujet que tu as suggéré, parce que c'est David qui était venu avec la suggestion, j'étais comme j'allais le suggérer parce que mon YouTube il est rempli de gens qui réagissent à ça. Ben oui. Fait que c'est sûr qu'il va falloir qu'on en parle. Fait que, puis merci Eric d'avoir amené ton expertise. Mais bien sûr. C'était vraiment cool c'était vraiment cool de pouvoir t'avoir et de pouvoir nous donner un peu le insider. C'est quelqu'un qui a vraiment consommé les produits de l'époque. Puis déjà, tu as une bonne idée de 2004 jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose que nous autres, on n'avait pas pantoute, je pense. Fait que c'est vraiment cool. On est resté en surface. En général, on m'a jamais dit que j'allais trop profondément. C'est pour ça que ta ligne de miel a été aussi rapide. Oh non! Tu vois, Eric? Écoute, moi, la porte. Je me suis arrêté avant qu'on aille là parce que je suis conscient qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont peut-être pas l'âge de parler de ce genre d'affaires-là. Mais il y en a peut-être d'autres qui l'ont, cet âge-là, qui ont entendu ta joke et qui la trouvent très très bonne. Écoute, tu vois la porte. Je t'applaudis pour avoir défoncé cette porte-là comme tu viens de le faire. Bravo. Bravo, bravo. Compagnie bold, invité bold. Oui, c'était exact. Bravo, David. C'est le plus beau mot de la fin que tu pouvais donner, je pense. Fait que c'est déjà fini pour nous aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié l'épisode. Je suis vraiment content d'être revenu. Là, il faut que je me remette dans le speech que je faisais d'habitude. C'est un peu, je suis un peu rouillé. Mais c'est vraiment cool de pouvoir faire ces épisodes-là pour vous autres. On aime ça pouvoir vous lire, on aime ça pouvoir vous entendre. Les épisodes sortent à peu près à chaque semaine. On les a sur Spotify, sur Balado Québec, maintenant aussi sur YouTube. Donc, si vous avez jamais tenté de nous regarder parce que vous avez peur de quoi j'ai l'air, je comprends. Moi aussi, ça me fait peur. Mais il y a David aussi. Fait que, tu sais, comme, prenez la peine d'aller voir sa barbe. En plus, il y a une super de belle chemise aujourd'hui. Hein? Fait que, c'est... Je voulais pas te le dire au début de l'épisode, mais on porte tous du rouge aujourd'hui, qui est la couleur de Signor. Fait que... Cador. J'essayais quelque chose. J'avais une chance sur 2. Si vous ne m'auriez pas corrigé, personne n'aurait su sauf s'il était allé checker. Mais merci les gars. Fait que vous pouvez nous checker. Vous pouvez aussi nous envoyer vos commentaires. Il y en a plein qui nous en laissent sur Spotify. C'est toujours le fun de pouvoir vous lire. N'hésitez pas, laissez des commentaires partout où ce que vous voulez, même si c'est pour nous dire qu'on a tort sur quelque chose ou c'est pour nous dire que vous adorez ce qu'on fait. Tout est chill. On aime ça pouvoir vous lire. Si vous avez des suggestions de sujets, si vous avez des suggestions d'invités, on est là, on les prend, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez partager les épisodes, évidemment.
On a Soirée Peinture, le balado, qui est la page officielle de Facebook. Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe où est-ce qu'on partage des projets, où est-ce qu'on jase un peu avec tout le monde. On a Soirée.peinture, qui est la page Instagram. Et on a Soirée Peinture sur YouTube, où les épisodes sortent visuellement. Et c'est pas mal ça. On est rendu au bout, je pense. Il reste juste une chose à dire. David? Rouge Cador. Éric? Bonne soirée peinture. Il faut bien arrêter parce qu'à un moment donné, il faut bien cadavre. Oh! Bonne soirée peinture!